Pas de répit dans Samedi Sport, d'un tournoi à un autre, celui de la jeunesse Trophée Sergio Sport. On va d'ailleurs d'abord saluer nos confrères en studio. Chéri Adjogli, bonjour. Bonjour Franck, bonjour fidèles auditeurs de la 91.9. Aristide Kouividien est aussi en studio. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Très bien. Le lancement officiel de cette deuxième édition du tournoi de la jeunesse Trophée Sergio Sport est fait. Trophée Sergio, hein. Faut pas mélanger les choses. C'était hier au stade municipal de Lomé. Mais beaucoup disent que c'est quelque chose de grand. D'abord les U13, les U15 et les U17. C'était effectif hier, le lancement. Oui, et le lancement a été effectué avec le tirage au sort hier, avec les différents centres. C'était effectif, comme vous l'avez dit. Le temps est donné et le début de la compétition, ce sera le 15 prochain. Le 15 août prochain. Justement. Où? Au stade municipal de Lomé. On va découvrir avec vous les différents groupes. D'abord, les U13. Oui, au niveau des U13, on a 8 formations. Et donc, après le tirage au sort hier, dans la poule A, on a AFA, Jeune Vert, Académie Top Foot et Planète Foot. Dans la poule B, on retrouve Nilim qui sera à sa première expérience, à sa toute première sortie. C'est le centre qui est basé à Déticopé, oui. Il y a CSJ Mounas, il y a FSA et puis Ouara dans la poule B. Voilà. Les U15 également vont se faire plaisir, vont jouer. Justement, au niveau des U15, on a jusqu'à 12 clubs. Et donc répartis en deux poules de 6 centres, on va dire. Dans la poule A, il y a Tekon, Nilim, Olympique, Dagbeneva, CSJ Mounas et AFA. La poule B est composée de TCSR, Académie, Bayern, Sporting, FSA, Planète et puis Oura. Enfin, dans la catégorie des moins de 17 ans, les cadets. Au niveau des cadets, on a 9 clubs au total, répartis en deux poules, de 4 pour la poule A et 5 pour la poule B. Et ici, donc, dans la poule A, on a AFA, ABC et Partage, on a Sporting et FSA. Dans la poule B, composée de 5 centres, on a Romario, on a Racing, Juvenso, CSJ Mounas et puis Tekon. La difficulté dans ces genres d'organisation, c'est d'assurer, on va dire, la conformité des âges, la véracité au niveau des âges. Vous avez déjà une certaine expérience parce que c'est la deuxième édition. C'est bon à ce niveau aussi. On ne peut pas dire c'est bon totalement, mais nous essayons de faire de notre mieux puisque nous n'avons pas les dispositifs nécessaires pour détecter les âges réels des enfants, mais avec nos moyens, on essaie quand même de faire on va dire la validation, sinon l'acceptation des joueurs pour compétir à cette compétition. On essaie avec nos moyens quand même de bien valider les joueurs pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les jeunes, puisque l'objectif c'est de pouvoir donner de la matière à ces jeunes-là, promouvoir le football à la base. Et donc quand on fraude sur l'âge des joueurs, on leur fait du mal. Donc, il y a un travail de sensibilisation également qui se fait. Et ça a été fait hier avec les premiers responsables de ces clubs-là. On en a discuté longuement. Ce matin, déjà, là où nous sommes en train de parler, présentement, il y a une équipe sur le terrain qui passe de centre en centre pour pouvoir vérifier et valider les joueurs. Donc, c'est comme ça que le travail se fait. On essaie, on va au niveau des centres. L'occasion pour nous également de voir comment est-ce qu'ils sont structurés, comment se passe le travail, là où ils s'entraînent, puisque l'objectif n'est pas de faire compétir tout le monde, mais les centres un peu bien structurés pour pouvoir quand même les accompagner. Donc, à l'heure actuelle où nous parlons, il y a une équipe sur le terrain qui visite les centres et qui qualifie les joueurs. Et donc, en commun accord avec ces premiers responsables, là, le travail se fait. On sait que ce ne sera pas 100% quand même efficace, mais on fait de notre mieux pour que on puisse quand même faire jouer effectivement
les joueurs des vrais âges dans les différentes catégories. On va écouter quelques réactions recueillies par Angelo Folico hier au lancement officiel. Et d'abord, c'est le coach Ali de Ouara. C'est une chance pour nous donc de mettre en évidence nos produits. C'est intéressant, mais je vois que c'est bon. Vous voyez, les enfants que nous préparons depuis les bas âges, les pipis, les mineurs, et les benjamins et les caddies, c'est une bonne chose. Vous êtes tenant du titre au niveau des U13, vous remettez votre trophée en jeu, vous comptez le garder ou... Oui, c'est ce que vous disiez. Ça ne serait pas facile pour nous, mais on va essayer donc de tenir et on va remporter ça, c'est sûr. Quel est votre avis sur le projet de Sergio Sport? C'est intéressant qu'on nous organise ce genre de compétition pour pouvoir nous jauger par rapport aux autres centres et identifier les enfants, les donner la chance donc de s'évaluer et surtout évaluer aussi et aussi de les mettre en évidence. Donc c'est très important et c'est bon et je remercie l'organisateur aussi pour ça. Et j'ai pris aussi que d'autres aussi organisent comme il a fait. On vient de bâcler la saison sportive, vous voyez. On a fait monter ceux qui ont joué l'année dernière en U15 et on pense qu'ils vont faire quelque chose de bien. Le coach Ali de Ouara, derrière lui, le coach PDC des Jeunes Verts. Sergio Sport parce que c'est un gros partenaire de la Fédération togolaise de football et également du football au niveau africain. De deux, c'est également une opportunité pour nous de faire une certaine visibilité à nos joueurs et de se faire également voir de par le monde. Et le travail qu'on fait durant des années, c'est quand même une première opportunité pour nous de faire découvrir le talent de nos jeunes. On a envie d'aller loin, remporter le trophée. Est-ce à votre niveau également le cas? Nous, on est un centre de formation. On n'est pas un club de football qui cherche coûte à gagner des matchs ou bien aller jusqu'au plus haut niveau lors des compétitions. Pour nous, le plus important, c'est de permettre à nos enfants de s'exprimer en fait, de montrer le talent qu'ils ont en eux, de montrer aux gens qu'il y a quand même un centre qui s'appelle Jeunes Verts Academy, qui sait également former des jeunes, qui a de la compétence, les permettre de devenir des stars de demain. Vous serez dans le groupe avec AFA, avec Academy Top Foot et Planète. Vous n'avez pas peur de les rencontrer? C'est une opportunité également de les connaître. C'est des clubs qu'on connaît déjà. On a eu déjà fait des compétitions avec eux. Et ça serait une opportunité de montrer effectivement le travail qu'on fait, si c'est mieux par rapport à ces centres ou pas. Et le coach PDC des Jeunes Verts, nous allons maintenant écouter le promoteur de ce tournoi de la jeunesse, Serge Bénissant. Nous avons apporté beaucoup de retouches, beaucoup de changements, surtout au niveau de l'âge des joueurs sur lequel on est vraiment strict. Le football, à la base, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de nos objectifs, de nos projets depuis longtemps. Est-ce que des mesures ont été prises en ce qui concerne les âges à respecter des joueurs? Je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile, mais cette année, on est très exigeant dessus et on va aller jusqu'au bout pour exiger l'âge réel des joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a que même avec un petit doute, on va les faire sortir du tournoi. On ne veut pas avoir les enfants qui vont jouer contre les gens qui sont 2 fois plus âgés qu'eux, donc on sera vraiment strict dessus. On a une très bonne équipe qui travaille dessus pour mettre tout ça en ordre. Les centres, c'est le résultat individuel qu'ils cherchent. Ce n'est pas pour aller gagner les coupes. Ce tournoi, si vous le gagnez, tant mieux, mais l'objectif, ce n'est pas de les gagner. L'objectif, c'est de travailler les joueurs, de voir les joueurs qui vont sortir du lot, de les faire jouer dans leur vraie catégorie, avec leur vrai âge, pour qu'on voit le niveau de ces joueurs-là. On invite tout le public sportif à faire le déplacement massivement du stade municipal pour voir ces enfants jouer, car ces enfants démontrent quelque chose de très bien, de très beau et de beaux spectacles. À l'instant, Serge Tété Bénissant, voilà, Chéri Adjoglé, vous faites partie de l'organisation. Aujourd'hui, c'est le 15, il reste 4 jours pour le démarrage de ce tournoi de la jeunesse. D'ici là, qu'allez-vous faire? Non, le travail essentiel est la vérification des âges des joueurs. C'est ce qui a commencé déjà à partir de 8 heures ce matin. Et donc, il y a une équipe, comme je le disais, qui est sur le terrain, qui est en train de faire le tour. On va continuer jusqu'à mardi. Et le mercredi, c'est le 15 et la compétition va démarrer déjà à partir de 8 heures au stade municipal de Lomé. Donc, d'ici là, c'est la vérification des âges des joueurs. Il faut que le joueur qui veut compétir en U13 soit né à partir du 1er janvier 2006. Si c'est U15, il faut que l'enfant soit né à partir
1er janvier 2004 et pour les U17, il faut que l'enfant voit le jour à partir du 1er janvier 2002. Donc d'ici là, c'est la vérification des âges des joueurs. Nous allons essayer également, il y a quelques suggestions sur le règlement de compétition hier, on va essayer de les peaufiner. D'ici demain, nous mettrons à la disposition des clubs les programmations des matchs. Et donc, je pense que ce sont là les derniers réglages à faire avant quand même que le tournoi ne commence le 13 prochain, le 15 prochain. Tous les matchs ont lieu au stade municipal. Oui, et a priori, tous les matchs seront joués au stade municipal. Ce serait peut-être en cas de force majeure que certains matchs seront déplacés peut-être sur le stade de la JCA. Mais a priori, tous les matchs sont programmés au stade municipal de Lomé. Très bien. Merci de venir nous donner ces précisions, Chéri Adoblé, du comité d'organisation de ce tournoi de la jeunesse. À très bientôt. Et nous avons de nouveaux visages en studio. Oui, bon, ce n'est pas des nouveaux visages, hein, c'est pour la suite, je veux dire. Et on va les saluer comme toujours. Fortuné Yao, bonjour. Oui, bonjour Franck et bonjour à tous les auditeurs et puis à tout le plateau. Je vous rappelle que c'est l'ancien entraîneur de Fouadan et il a eu à diriger Koroké et même Sarah Football Club. Mohamed Touré, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à toute la table qui est bien garnie et à tous ceux qui nous écoutent. En veste ce matin, oui, quelle est l'occasion? C'est pour quelle occasion? C'est des fois quand on se lève et puis on est heureux, il faut être... Voilà. Angelo Folico. Bonjour Franck, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Oui, on s'est déjà salué, mais ça ne gâte rien. Aristide, on est bien là. Bonjour à tous. Très bien. Jean-Louis Koudionou, on se retrouve. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tout le plateau et bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Sport FM. Razak Derman est en studio avec un bloc-notes sur lequel je vois I Love You. C'est pour qui? C'est pour ma fille. Ah, votre ma fille Shakira Derman, oui. Qui joue au tennis, oui. Donc qui est en tournoi actuellement. Oui. Et sa sœur Ishan également, qui a une finale à disputer ce matin. Ah oui, le rêve c'est qu'elles deviennent les Serena, ou bien les sœurs Williams. Exactement, c'est les sœurs Williams de demain. Oui. Ça demande beaucoup de moyens. Hein. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de patience, beaucoup de travail. Nous estimons que nous sommes sur la bonne voie. On va continuer. Très bien. Mama Uyao, bonjour, le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Bonjour à tous les auditeurs de Sport FM, bonjour à tout le plateau, et à tous les présidents de club, aux joueurs de première et deuxième division et surtout au staff de Togo Port, tous ces joueurs et surtout à M. Aïvi Ekoye. Vous avez les nouvelles des joueurs? On est en trêve et ils sont un peu dispersés souvent. Vous avez de leurs nouvelles? Oui, la plupart maintenant ils sont au repos et ils sont touchés d'autres sont touchés par certains entraîneurs pour faire partie de leur effectif. Ce que nous avons souvent l'occasion de voir, nous leur disons d'avoir la tête haute et de pouvoir choisir, de faire le bon choix pour l'avenir dans le football. Très bien. Nous allons commencer par parler des trophées de la Fédération togolaise de football. Les dépouillements ont été faits la dernière fois. Maintenant, on connaît les nominés. C'est ça, Angelo Folikoé? Oui, Franck, c'est exactement ça. Je pense que comme nous l'avions annoncé la dernière fois, cette fois-ci, on avance étape par étape. Après avoir présenté le concept, il y a eu la phase de dépouillement qui a été effective avec, il faut le reconnaître, un travail de fourmi, de titan qui a été abattu par le comité du jury, dont fait partie même le secrétaire général de l'AJFT, j'ai nommé Uyao Mama. Et donc, on a pu récolter tous les bulletins de Lomé jusqu'à Dapan, pour ne pas dire 5 de toutes les rédactions et organes de presse. Et donc, on peut déjà avoir une idée sur les nominés par catégorie. Et nous avons quand même les catégories phares. Je vais commencer par exemple, la catégorie de meilleur joueur, meilleur espoir D1, meilleur gardien, meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger et puis meilleur entraîneur D1. Donc, ce sont là les catégories phares.
de cet événement. Et donc, de façon alphabétique, nous allons, si vous le permettez, donner les noms de façon alphabétique. Et il faut tout simplement rappeler que les lauréats seront connus lors de la soirée dans la salle. Donc, ce que nous donnons, ce n'est pas du tout un ranking ou un classement, non, mais c'est surtout par nom alphabétique. Voilà la précision que nous souhaitons apporter. Et donc, au niveau de la catégorie de meilleurs joueurs D1, on retrouve bien sûr Lamboni Damigou, de Gomido de Palimim, Koudagbakosi, de la SCK, et puis Womé le meilleur buteur. Exactement. Donc, au niveau de la catégorie meilleur espoir, première division D1, il y a Akoro Bilali de l'AS OTR. On retrouve également Klidje Thibault, l'espoir du Gio, et puis Urosama Hakim de l'AS Togopor. Dans la catégorie de meilleur gardien, en première division, on a... non, c'est pas... Assoumano, mais c'est Soumanou, il faut le préciser. C'est Fadil Soumanou. Ce n'est pas Assoumano. Non, ce n'est pas Assoumano. Fadil Soumanou de Koroki Metete de Tchamba. Il y a Bedi Yovo de Gomido. Et puis Yakubu Nouridine de Semassi de Sokodé. L'avant-dernière catégorie, c'est la catégorie du meilleur joueur évoluant, meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger. Oui, nous précisons que toujours c'est par des votes et non par des nominations ou des choix, c'est par des votes. Il y a Adebayor Cheye Emmanuel de Itzambouj Basak Cheye. Il y a Jen Dakonam qui évolue du côté de Retafe en Espagne, et puis Dosevi Mathieu, qu'on a vu même hier sous les couleurs de Toulouse au Football Club. Et la dernière catégorie phare, c'est celle de meilleur entraîneur D1. Nous avons Ayivi Ekoli de l'AS Togopor. Nous retrouvons également Adika Kwamidoji de Gomido de Palimé. Et puis pour terminer, Maurice Noutoudjen de Koroki Metete de Tchamba. Donc voilà, on peut dire les nominés par catégorie. Nous précisons catégorie phare de cette soirée des trophées FTF. N'oublions pas qu'il y a d'autres catégories également, mais on ne va pas tout détaler ici. Donc, voilà. Mais ce qui est également à préciser, Franck, et pour tous les auditeurs, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on aura quand même une certaine publication par visuel des différents nominés par catégorie chaque semaine, histoire de permettre au public sportif d'avoir une idée sur toutes ces personnes-là qui sont nominées, parce que comme on le dit, les autres catégories, meilleur joueur des deux, meilleur entraîneur de deux, meilleur président de club, etc. Tout cela sera quand même mis au parfum du public sportif au fur et à mesure que les jours avancent. En tout cas, c'est important, et ça fait bien de pouvoir faire ces nominés-là quelques semaine avant même le jour J, c'est important. Et Jean-Louis Koudjounou, vous avez suivi ce championnat, vous avez eu, on va dire, certains nominés. Vous vous retrouvez dedans? Oui, bien sûr, je me retrouve. Sinon, c'est sans grande surprise, parce que ceux qui ont émergé lors de ce championnat, on les connaît à peu près, et puis nous particulièrement, on a essayé de regarder par-ci, par-là, parce que un week-end, une journée, tu ne peux que regarder un match, à moins qu'il y ait match samedi et dimanche. Mais on a essayé de regarder le maximum, et on a vu le mérite de pratiquement tous les joueurs. On sait ce que dévoilait tout à l'heure Angelo Foliquet. Il n'y a pas de surprise, je dirais. Il n'y a pas de surprise. Je pense que c'est au plus méritant. La preuve d'un travail bien abattu. Donc, ceux-là, ils s'en sortent avec ce qu'ils ont mérité au cours du championnat. Maintenant, après les avoir nominés, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent là. Il faut qu'ils continuent le travail. En tout cas, vous dites que ça va se faire la soirée dans la deuxième semaine du mois de septembre, c'est ça? Disons la première quinzaine. La première quinzaine. La date reste toujours à... ça veut dire entre le 1er et le 15 septembre. Exactement. Et je pense que lorsque tout sera calé, l'information naturellement sera quand même passée sur les antennes au niveau des canaux des médias pour quand même permettre au public sportif d'être présent. Nous précisons, nous avons certes parlé des catégories phares, ça ne veut pas dire que par exemple la D2 est négligée, non. Il y a également des nominés au niveau de la D2 et donc comme on l'a dit, au fur et à mesure que les jours avancent, on aura le temps de publier tout ça et également tirer une fière chandelle
à tous ceux qui sont restés ou qui ont travaillé dans le comité. Je vais parler des représentants de l'AJFT, de l'AEFT également, l'Association des entraîneurs de football, les journalistes, les deux associations qui ont été prises en compte, histoire de ne pas faire de jaloux, et puis quand même l'œil également de l'instance fêtière qui est également au sein de ce comité-là, qui a supervisé tout le travail du début jusqu'à la fin. En tout cas, félicitations à vous tous pour ce travail de fourmi. Ce n'est pas évident, en tout cas. On va rester ensemble pour cette soirée-là qui sera riche, on l'espère, en couleurs et en son. Le vote, ça va se faire comment ? Vous avez parlé de vote. Oui, bon, ça a été déjà fait. C'est-à-dire, vous parlez des... Oui, pour la soirée, le vote est fait et c'est dans la soirée, lors de la soirée qu'on va découvrir. Les résultats sont là. Nous, à notre niveau, déjà au niveau de la commission, on connaît ceux qui sont déjà lauréats. Voilà. Ça, c'est une certitude. Mais vous êtes bon, c'est-à-dire que les autres on connaît. ne seront pas informés. Et donc, ce qui est sûr, on connaîtra les nominés ou non, le lauréat par catégorie, lors de la soirée et non avant. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a déjà 3. Merci beaucoup. Comme on le fait au FIFA Ballon d'Or et tous les autres, on a quand même 3 nominés par catégorie. Et c'est lors de la soirée qu'on retiendra quand même le grand vainqueur par catégorie. En tout cas, le meilleur buteur, lui, on peut le donner. Tout le monde le connaît. C'est Kosikou Dagba. Oui. C'est inévitable. Moi, je connais aussi le meilleur joueur à l'étranger. Je le connais. Oui, Mamaouia. Oui, c'est pour appuyer ce qu'il dit. Au niveau de la FIFA, il y a 3 nominés, surtout au niveau de Ballon d'Or. La FIFA connaît déjà le lauréat, mais le public... Quelques semaines avant. Le public ne le connaîtra pas. On dira Cristiano, Ronaldo, Messi et Neymar peut-être sont sur le... sont les 3 nominés. Les 3 nominés. Qui restent en course. C'est dans la salle, on va ouvrir l'enveloppe qui contient le vrai lauréat. Donc pour maintenir un peu le suspense, comme vous l'avez dit, sinon ça n'aura pas d'engouement autour de l'événement. Donc c'est ce qu'on a pu imiter de l'étranger. Ce qui est bien à l'extérieur, il faut le copier ici. C'est tout simplement ce qu'on a pu faire. Très bien, il faut copier ce qui est bien. Merci Angelo Folique pour nous avoir donné ces informations. On attend impatiemment cette soirée-là. Je vous en prie. À bientôt. À très bientôt. Et on va parler de l'AS Togoport qui a un match, on va dire, très prochainement. Ce sera le vendredi en terre guinéenne contre Oroya Athletic Club. C'est la 5e journée, l'avant-dernière journée de la phase de poule de la Champions League CAF. Une victoire peut permettre de rêver en attendant le dernier match à Lomé contre le Wydad Athletic Club. Oui. Vous êtes à quelques jours de ce match, Razak Derman. Quelles sont les nouvelles ? Alors, les nouvelles, il faut d'abord noter que toute la semaine, l'équipe s'est entraînée en alterné entre le stade municipal de Lomé et le stade d'Agoué. Je reviendrai pour vous expliquer pourquoi. Et les questions de primes ont été arrêtées, donc tout est fin prêt. Cet après-midi, donc en prélude à ce match, l'équipe va jouer un match amical cet après-midi sur le stade d'Agoué, histoire de voir encore les derniers réglages éventuellement avant de faire le déplacement. Ça contre qui ? Ce serait contre Liberty Academy. Alors, pourquoi entraînement en alterné entre le stade municipal et le stade d'Agoué ? Les coachs nous ont fait comprendre que l'état de la pelouse à Conakry, donc sur laquelle l'équipe va jouer, va évoluer donc le vendredi prochain, présente des similitudes avec celle du stade d'Agoué. Donc, histoire de préparer les enfants donc, à avoir des repères par rapport à l'état de cette pelouse. Donc, ils avaient souhaité qu'ils puissent s'entraîner là-bas. Et le bureau exécutif a fait les démarches nécessaires au niveau donc, des instances qui gèrent le stade d'Agoué. Et cela a été fait toute la semaine. Ils ont pu s'entraîner là-bas. Et cet après-midi, comme je venais de le dire, ils vont jouer encore un match amical sur ce stade-là, histoire de faire les derniers réglages avant le déplacement. Alors, à ce jour, je crois que le moral de la troupe, le moral est bon, et très bon même, puisque comme je venais de vous le dire, en amont, tous les sujets ont été passés au peigne fin, et nous nous sommes mis d'accord. Il y a eu une convergence de vues avec le staff technique, et même avec les joueurs, ce qui fait que aujourd'hui, nous avons pris toutes les dispositions pour mettre les chances véritablement de notre côté, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, quand nous faisons l'analyse au niveau de notre groupe, eh bien, la première place est quasi
quasi donc acquise au WAC, qui va jouer à domicile donc le vendredi prochain et qui probablement va gagner. Donc là, elle est sortie pratiquement. Par contre, la deuxième place reste ouverte pour les 3 autres équipes. Mathématiquement, ça reste jouable, comme vous l'avez si bien dit. Mais pour l'Est Gopor, effectivement, cela passerait par une victoire le vendredi prochain à Conakry. Et nous avons fait le travail de manière à ce que, Inch'Allah, nous puissions remporter ce match-là à Conakry. Êtes-vous confiant? Absolument. Là, nous sommes véritablement confiants parce que déjà, j'ai pu aussi vous le dire, notre précurseur était arrivé hier soir à Conakry, histoire de démarrer le terrain avant l'arrivée de la grande délégation. Très bien. Mohamed Touré, voilà, il y a encore une chance pour l'AS Togopor de pouvoir jouer les quarts de finale en gagnant les 2 matchs qui restent. Et ça commence par Oroya ce vendredi. Oui, on l'avait dit la fois passée que l'AS Togopor au début n'avait pas d'objectif pour la compétition. Mais c'est lors de leur victoire contre Sundance ils se sont rendus qu'on peut faire quelque chose. Ce qui devait arriver, c'est ça qui est arrivé. Et puis, aujourd'hui, à attendre le grand frère parler, si vraiment tous les problèmes ont été réglés, ça c'est une science de notre côté. Si vous vous rappelez, lorsque Auréa était venu ici jouer, je ne sais pas si c'est pas le président, quelqu'un avait dit que s'il perdait ici, ça serait une injustice. Ça veut dire que la façon dont ils ont motivé les éléments, la façon dont ils sont préparés. Aujourd'hui, moi je vois que ce n'est pas affaire des joueurs, c'est l'affaire des dirigeants. Si la victoire acquise là-bas, ça dépendra de la façon dont les dirigeants au sérieux, et c'est ce qui va en découdre là-bas, et c'est ça qui peut nous donner une victoire. Aujourd'hui, quand on parle de motivation, nous ne disons pas que de prendre ce que la CAF a donné pour partager aux joueurs, mais en dehors de ça, il ne faut pas voir qu'aujourd'hui, ce que la CAF a envoyé, même si on partage aux joueurs, on n'aura rien. Non. Si je prends un petit exemple, tout récemment, le tournoi qu'on a joué à Ouai, quand Elef Stara a gagné le tournoi, ce n'est pas parce que les gens ont parlé que le tournoi est ses joueurs du terrain, non, ce n'est pas ça. Je vous dis, Améti Valentin n'avait rien à gagner. Et avec son président, il n'avait rien à gagner dans le tournoi. Mais ce qu'ils ont... Franck, je te dis jusqu'à la fin du tournoi, les gens ont empoché plus de 60 000 francs dans leur poche. Déjà, une fois qu'on motive, tu sais que il est difficile que je trouve 100 francs. Mais si on me dit qu'après ceci, j'aurai au moins 500 000 dans la poche, ça c'est que donc, moi je vois que la victoire dépendra des dirigeants. Les joueurs sont prêts. Moi j'ai discuté avec quelques joueurs de l'AS Togopor, ils sont prêts. Je sais pas hier, mais avant, j'avais dit ils sont prêts à aller faire quelque chose, mais ça dépendra des jeux. Donc aujourd'hui, tout le monde est là, tout le peuple togolais, c'est ce que nous souhaitons. Et je pense que tout est possible. Parce que vu les résultats de l'AS Togopor, c'est ce que j'ai dit, ils ne sont pas trop ridicules. On devait être même les meilleurs, mais c'est la façon dont c'est préparé qui a fait qu'aujourd'hui, on fait des calculs à peu près. Surtout ce match perdu contre Oroya, Lomé, Aristide Covidien, où il reste 2 matchs. Il faut les gagner et il n'y a pas autre chose à faire pour espérer continuer la compétition. Alors, quand ça se présente comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut aborder donc chaque rencontre comme une finale. Vous savez que nous sommes en phase de poule et forcément, il faut quand même que les joueurs se donnent à fond, étudier le style de jeu des adversaires parce que c'est très important. Je ne cesserai jamais de le dire, la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui, elle ne sera pas non plus la vérité de demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si des équipes comme le WAC ont réussi à faire un match nul à Conakry, ça ne veut pas dire forcément que l'Est Togopor ne peut pas battre cette équipe guinéenne. Donc je crois qu'il faut simplement se préparer, avoir un mental assez fort et donc c'est dans l'ordre normal des choses que vous puissiez évidemment surprendre votre adversaire. C'est également important de rappeler que oui, dans ces genres de rencontres, oui, il ne faut pas faire trop de calculs. Il faut simplement avoir pour objectif de gagner. Parce que vous savez, on peut gagner, mais lorsque, par exemple, je donne un exemple concret. La dernière fois, l'Est Togopor a réussi à marquer un but à l'extérieur. Pourtant, l'Est Togopor a battu cette même équipe de Mamelodi Sundowns ici à Lomé. Si c'était dans la phase préliminaire ou c'était dans le cas des éliminations directes, l'Est Togopor serait qualifié. Alors que nous sommes ici en phase de poule, c'est un tournoi. Donc, il faut forcément gagner et ne pas se faire surprendre à la fin. Parce que si, par exemple, l'Est Togopor gagne à Conakry, où on voit une équipe d'Oroya qui arrive à marquer 2 buts et que l'Est Togopor marque 1 but, en réalité, si on était dans l'autre phase, ça veut dire que ça fait 2 buts pour l'Est Togopor. Donc, dans le cas d'espèce, c'est que l'Est Togopor doit forcément gagner. Moi, je crois quand même à la performance de ces joueurs. Je l'ai toujours dit. J'étais le seul pratiquement récemment dans un débat à dire quand même que l'Est Togopor, au pire des cas, peut occuper la 3e place. Si elle-même, cette équipe de l'Est Togopor, se met véritablement au travail, c'est une équipe qui n'est pas du tout ridicule.
Mais compte tenu des problèmes, compte tenu également de certaines choses, je crois également que cette équipe peut faire quelque chose. Le dernier aspect peut-être que je vais toucher, ça concerne évidemment le gardien de but de l'Est Togopor. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est un grand gardien, certes, mais qui ne met pas les autres en confiance, surtout ses défenseurs. Vous avez vu les erreurs de gardien lors de la dernière Coupe du Monde, c'est des erreurs qui se payent cash. Vous avez vu même avec Goloris à la finale. Quand vous êtes gardien de but, il faut mettre vos défenseurs en confiance. Sur cette dernière rencontre ici à Lomé, j'ai vu quand même un certain Klomegan qui a fait un match assez extraordinaire. Ayons quand même le courage de le reconnaître. Mais qui n'a pas mis ses défenseurs en confiance parce que dans les relances des pieds, il avait toujours un problème. Ce qui avait amené peut-être l'entraîneur à demander à un défenseur central de toujours faire le dégagement. Alors que pour un gardien de ce niveau, ben écoutez, surtout le gardien de Roya qui a eu la chance dernièrement de participer à la Coupe du Monde, mais qui aussi n'est pas à la hauteur, je pense quand même que les joueurs de l'Est Togopor peuvent quand même faire la différence. Ça va être un duel de gardiens. On verra bien. Oui, Mama Uyao, vous êtes joueur, vous. Quand il y a des matchs comme ça, oui, dans la tête, qu'est-ce qu'il faut se dire? Est-ce qu'il faut faire les calculs? Est-ce qu'il faut foncer? Mais c'est quoi? Ici, je pense qu'il ne faut pas faire trop de calculs parce qu'on n'est pas en position de force, puisqu'on a des points à engranger. Au pire des cas, pour ce match, faire le nul, au pire des cas, sinon on sort de la compétition, puisque la 3e place peut offrir à Togopor, vu ce que les informations qu'on donne, je pense qu'ils veulent appliquer le système européen. La 3e place te reverse à la Coupe CAF, je pense. Donc ils ne doivent pas perdre les matchs sur le plan continental, ils doivent avoir cela en tête avant de jouer. Bon, deuxième chose, je pense que la direction ou bien le comité directeur de Togopor a fait l'essentiel, et à en croire aux paroles de M. Derman. L'essentiel est fait, la motivation pour booster le moral des jeunes. Les jeunes maintenant doivent se dire, ce match, on doit faire quelque chose pour prouver au public sportif international et national que nous avons le niveau. C'est par rapport à de petits détails que nous avons perdu ou bien nous sommes derniers actuellement. Je pense qu'ils, s'ils arrachent le match nul, au pire des cas, même ils peuvent faire le hold-up et revenir à Lomé ici, faire un bon match et gagner les 3 points. S'ils ne sont pas deuxièmes, ils seront toujours africains. Et j'exhorte tous ces joueurs-là, ce qu'ils ont fait en portant haut le flambeau, le drapeau national. Aujourd'hui, ils ont porté le drapeau national très haut, qu'ils continuent dans cette lancée pour que les recruteurs qui ont mis les yeux sur eux, actuellement ils ont mis les yeux sur eux, qu'ils continuent par avoir confiance. Le mercato n'est pas fini, je pense que c'est le 31 août. Il y aura des surprises, je pense, puisque ce championnat déjà a continué par donner des joueurs en Europe. Je pense que c'est 3 ou 4 déjà qui sont partis de ce championnat-là. Il faut continuer par rehausser ce championnat pour donner courage aux dirigeants politiques et sportifs qui continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le football puisse aller de l'avant, d'avoir le cœur, la volonté, cette même volonté-là, d'injecter de l'argent dans ce football-là. Et je pense que par leur performance, la saison prochaine, l'État mettra au moins 10 millions et que la fédération ajoutera 8 millions ou 5 millions. Vous avez parlé avec Fort. Non, quel était notre slogan quand on a fait la dernière tournée? On en a parlé ici. Nous, on a dit à tous les groupes où on est parti voir que par notre performance, nous allons obliger les sponsors à s'approcher de la fédération pour faire monter les enchères au niveau des clubs. Yao Fortuné, supposons que vous étiez l'entraîneur de l'AS Togopor. Oui. Non, mais en fait, comme l'a dit Razak Derman, je pense que les joueurs doivent prendre leur destin en main. Et puisque de par le passé, c'était un problème de l'administration, à l'entendre, tout est réglé. Je pense que si j'étais l'entraîneur de l'AS Togopor aujourd'hui, je vais tout simplement faire un travail encore psychologique. Parce que se dit, les gars, tout est possible. Parce que quand vous regardez cette équipe d'Orea, ils n'ont pas été au-dessus de l'AS Togopor ici. Donc, l'AS Togopor est carrément au-dessus de cette équipe. Donc, ils ont eu la chance et la motivation de pouvoir marquer ici. Donc, je me dis, l'AS Togopor a
crânement sa chance à jouer. Mais maintenant, l'entraîneur aussi va faire son travail et ne cesser de leur dire les bienfaits en allant jouer ce match et se qualifier, et que la qualif doit passer par là. Donc, on doit tout donner, comme un adage de chez nous dit, joue tu meurs. Donc, c'est le jour tu meurs ici. Donc, il faut donner tout pour pouvoir prétendre être encore peut-être réversé. Si on n'est pas deuxième, comme l'a dit Maman Uyao, si on n'est pas deuxième, on est troisième pour pouvoir continuer dans la compétition CAF. Et aussi, leur destin aussi, les joueurs aussi, leur destin aussi vont se jouer là. Parce que quand vous jouez déjà une compétition africaine, vous êtes mis sur le viseur, vous êtes tapé dans le viseur, vous êtes mis sur beaucoup de projecteurs. Donc, je me dis, l'entraîneur aussi doit faire vraiment énormément son travail. Et aussi, les joueurs aussi, les joueurs doivent être aussi conscients de la tâche qui les attend. Il ne suffit pas seulement que l'entraîneur leur parle, il suffit aussi que les joueurs soient aussi conscients de ce qu'ils doivent aller faire là-bas à Conakry. Et l'union est beaucoup communiquée. Beaucoup communiquer autour d'eux-mêmes pour pouvoir aller chercher cette victoire là-bas. Oui. Jean-Louis Koudjono, vous avez de l'expérience, un tel match, comment l'aborder, comment gagner, c'est l'interrogation. Comment gagner, il faut dire que c'est le début de la compétition qui a été un tout petit peu pénible avec l'organisation autour d'abord de l'équipe parce qu'on ne s'y attendait pas. Ça a commencé par là. Et au fil des journées, des séances d'entraînement, les joueurs ont essayé de gagner en expérience, ont essayé de grandir. Et c'est la même chose pour l'entraîneur aussi. Parce que il faut dire que Ivy, juste après la phase de poule, est rentré en stage. Je pense que c'était au Caire. Et ça, c'est juste pour lui apprendre à gérer comment on joue en phase de poule. Et là, il a appris. Et à ses dépens, il a inculqué beaucoup de notions qu'il a apprises là-bas à ses joueurs. Maintenant, il faut qu'il... Parce que Oroya, sur le plan organisationnel, cette équipe-là, elle est parfaite. Maintenant, disons que WAC, par exemple, sur le plan performance, cette équipe-là est bien assise. Et Mamelou Descendance, vous savez, c'est une équipe, moi je dis c'est une équipe turbulente qui n'arrive pas à bien s'organiser. Et nous, au Togo, à l'Est Togo, nous, on est en apprentissage. C'est pour la première fois, le Togo rentre en poule. Donc on apprend. Et au fil des jours qu'on apprend, moi je vois que cette équipe de l'Est Togo est en train d'acquérir de l'expérience. Le but qu'on a encaissé ici contre Oroya, c'est par naïveté, et moi je le dis toujours, par cette affaire de vent ce jour-là qui a perturbé. Le but est venu, le public était surpris. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Fortuné, l'équipe de Oroya, bien organisée, n'est véritablement pas au-dessus de cette équipe de l'Est Togo-Port. C'est parce que les joueurs de l'Est Togo-Port ne se font pas confiance en eux-mêmes. Et maintenant qu'ils ont commencé par dire que je peux être appelé dans une équipe africaine ou pourquoi pas européenne, dans une équipe européenne. Donc ils ont commencé par monter leur performance, par travailler eux-mêmes, d'abord dans la tête et puis physiquement. Habituellement, nous on dit les muscles sont des esclaves au cerveau. Donc tant qu'ils réfléchissent bien, ce qu'ils pensent dans la tête, c'est ça que le pied fait. Et Ivy, avec sa méthode, sa psychologie, son éducation et ce qu'ils ont vu comme cassette sur ces joueurs-là, ça va leur permettre d'aborder autrement cette rencontre que ce qu'ils ont fait jusque-là. Et je pense qu'à l'issue de ça, moi je ne suis pas loin de dire que en Guinée, on risque de surprendre Oroya et que l'Est Togo-Port peut gagner là-bas. Donc là, c'est le mental qui doit jouer. Derman a dit que tous les problèmes étaient réglés. Et les joueurs, moi je dis, les joueurs, pourquoi vous grèvez quand votre avenir est en jeu? Pourquoi vous grèvez? Jouez au football avant de demander. Jouez au football. On sait que... Après, c'est difficile de demander. Oui, non. Je pense que quand on a à un certain niveau, il faut faire ce petit sacrifice-là, parce que c'est votre avenir d'abord. Mais que d'une part ou de l'autre, ils ont essayé d'harmoniser, de
de conjuguer leur effort pour arriver à une bonne fin, c'est déjà agréable. Voilà, les problèmes de primes, tout est réglé, dites-vous. Alors, oui, Razak. Ce qu'il faut dire, et je suis d'accord avec tous les intervenants ici autour de la table, c'est vrai qu'on est mal rentré dans cette compétition en phase de poule. C'est un peu le regret aujourd'hui. C'est vraiment le regret. C'est vrai qu'il y a eu un fait de jeu aussi, la défaite contre Real Lomé, le deuxième but qu'on a encaissé, c'était un fait de jeu. Mais quoi qu'on dise, on est mal entré dans la compétition. Et pourquoi ? En réalité, ça se résume à un manque d'expérience. Nos joueurs au départ, la plupart, sinon tous, n'ont jamais joué une compétition de ce niveau. Mais au fil des matchs, ils se rendent compte qu'en réalité, ils avaient peur des excès équipes-là, il ne faut pas cacher ça. Ils avaient peur, ils étaient tétanisés. Mais au fil des matchs, ils se rendent compte qu'en réalité, ces joueurs ne sont pas... Les joueurs-là, les équipes-là ne sont pas aussi extraordinaires que nous. Même en perdant au WAC, c'était pas quand même, on n'a pas été ridicule. Donc je crois qu'ils ont pris plus de confiance au fil de ces matchs. Et aujourd'hui, sincèrement, tout ce qui a été fait autour de cette équipe, les joueurs sont aptes à faire quelque chose à Conakry maintenant. Comme l'a si bien dit le coach Fortuné, il va falloir que nos coachs se mettent à niveau d'un match de ce genre. C'est-à-dire que c'est un match qui va se jouer très tactique. Oui, et vous aurez la même situation comme à Pretoria, la pression. On ne voulait pas vraiment en parler, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des petites erreurs de coaching à un moment donné. Si on a perdu après tout, il y a eu des petites erreurs de coaching, selon moi. Je peux me tromper, je ne suis pas technicien, mais de loin, quand on fait ces analyses, on se rend compte qu'il y a eu quelques erreurs. On en a parlé un petit peu la dernière fois. On prend 2 buts en 15 minutes. Vous voyez, ça c'est quelque part, c'est une erreur de coach. Ça peut se gérer. Et nous avons concentration peut-être pour les joueurs aussi. Oui, bien sûr. Mais tout ça là, les coachs les gèrent. C'est des choses que les coachs doivent gérer à travers leur coaching. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on est dans une position où, si véritablement il y a du bon coaching qui se fait, un coaching de niveau par rapport à l'importance de cette rencontre, parce que la rencontre, même l'Orient aussi aujourd'hui, est dans une situation difficile. Donc eux aussi, ils vont passer par tous les moyens à vouloir gagner le match. Donc il va falloir se mettre à niveau coaching pour que nous puissions passer quand même ce match. Et je peux vous dire qu'en accord avec le coach, on lui a dit OK, parce que le premier psychologue de l'équipe, c'est le coach. D'accord? Mais on lui a demandé s'il veut un apport d'un psychologue. Il dit oui, il avait souhaité. Est-ce que lui-même il a son psychologue? Il dit oui. OK, si tu as ton propre psychologue, on préfère que ce soit le coach qui nous propose son psychologue. Comme ça, ils se parlent entre eux pour qu'il n'y ait pas de cassure dans tout ce qui doit être dit aux joueurs. Donc le coach parle aux joueurs quotidiennement. Le psychologue extérieur qui va venir va continuer dans le même sens. Et nous estimons qu'en faisant tout cela, il n'y aura pas d'interférence. Et nous estimons qu'en faisant tout cela, on se met donc toutes les chances. Vous faites le voyage pour prendre les 3 points. Inch'Allah, on va prendre les 3 points. Mais comme je dis, ça va être difficile. Ça va être du coaching. Ça va être de deux côtés. Mais ça reste jouable pour nous. Et nous estimons véritablement qu'on va pouvoir y arriver. Peut-être pour finir, dire au public que ce match sera retransmis en direct par Canal. On a eu la confirmation aujourd'hui dans le programme de Canal. Ce match sera retransmis en direct le vendredi prochain. Oui, rapidement, Aristide, on va avancer. De toute façon, il y a CIS-TV aussi qui va retransmettre. C'est la télévision de Roya. Le club a une télévision donc, sur le canal 161, je crois. Donc, je voudrais justement rebondir par rapport à la chute de Razak Derman pour dire moi, je suis confiant. Je crois que l'Est Togo a les moyens de se qualifier dans cette phase de poule. Mais cette équipe ne doit pas hypothéquer ses chances de qualification. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes causes ne doivent pas forcément produire les mêmes effets. Quand vous prenez par exemple la dernière rencontre face au WAC, à Mamelodi Sundowns ou encore au WAC, vous allez voir que c'est toujours le manque de concentration en début de rencontre qui pose problème au niveau de cette équipe de l'Est Togo. Je crois que c'est le discours de l'entraîneur qui doit être ferme. Dans les vestiaires, il faudra que l'entraîneur soit ferme avec les joueurs. Un match de football, ça se joue. Peut l'être, mais les joueurs peuvent s'embrouiller. C'est l'entraîneur qui donne un schéma directeur à son équipe. Oui. Et les joueurs sont obligés de suivre le schéma directeur de l'entraîneur. Nous sommes aujourd'hui dans un football club, le football total, c'est le football version club, où les joueurs ont l'habitude de jouer ensemble. Ce n'est pas comme en équipe nationale où les joueurs se regroupent 3 mois, ils se retrouvent encore 1 an après. Non. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que l'entraîneur peut donner des directives. Mais sur un jeu, vous savez que les erreurs... Quand
quand on est entraîneur, il faut sentir l'enjeu de la rencontre. Et savoir que dans la rencontre, il y a des moments forts, des moments faibles et des temps de récupération. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un discours aux joueurs. Attention, Sangaré, il faut faire ceci. Attention, Comégan, il ne faut pas faire des relances de cette façon. C'est comme ça qu'on est entraîneur. Bien. Donc pour vous, l'AS Togo a les moyens. L'AS Togo a les moyens, mais il ne faut pas hypothéquer cette chance de qualification. Ce que je vais toucher comme dernier aspect, c'est ce que M. Derman avait dit déjà dans l'entame de ses propos, c'est par rapport à l'infrastructure. C'est très important. Il y a une pièce dans cette rencontre relativement donc à l'infrastructure. Le stade du 28 septembre de Conakry n'a pas les mêmes dimensions municipal de Lomé ni le stade du WAC. En avril dernier, il faut rappeler qu'il y a eu une inspection de la FIFA et de la CAF et les dimensions du terrain ont été changées. C'est là où les inspecteurs de la FIFA et de la CAF se sont rendus compte que les poteaux même, c'est-à-dire que les buts n'étaient même pas réglementaires. C'est-à-dire les 7 mètres 32 et les 2 mètres 44. Donc on a dû refaire. Bien. Et le dernier aspect, c'est qu'ils ont changé également la dimension du terrain. Entre-temps, le terrain était de 103 mètres comme longueur et de 67 comme largeur. Maintenant, avant même la rencontre face au WAC la dernière fois, ça veut dire que le terrain maintenant est de 100 en longueur et de 64 en largeur. L'entraîneur doit comprendre ça pour que les joueurs comprennent que pour faire, ou bien pour tirer, ce n'est pas les mêmes dimensions que le stade municipal ou bien le stade d'Agoué. Oui, c'est très important. C'est très important. Ce n'est pas les mêmes dimensions que le stade de Mabili. Parce que, par exemple, le gardien de but, quand il sait que c'est un terrain réduit, nous sommes en train de jouer sur un terrain réduit, et que les joueurs savent que nous sommes en train de jouer sur un terrain réduit, ils savent comment circuler les ballons dans les couloirs. C'est très important. C'est très bien. Oui, le dosage, oui. On va dire oui, Maman, oui. Je voudrais ajouter que M. Derman a parlé de la tactique. Je pense que ça va bien jouer à ce match. Donc, je préférerais qu'on bloque au-dessus des défenseurs en même temps qu'on ait un stopper de plus. Dans un système 3-5-2, ça aiderait mieux en début de partie. En tout cas, c'est ce que je joue souvent à Yves Couvier. Ok. Là, il faut donner les consignes aux 2 stoppers qui sont devant les 3 là pour bloquer mieux les couloirs où les attaquants vont coulisser. Parce qu'on parle du terrain qui n'est pas réglementaire. Je pense que la CAF doit entériner cela, puisque la dernière dimension, le minimum, c'est 90 sur 60. Donc, voilà. Donc c'est réglementaire. Et deuxième chose, il faut compter sur ses flèches. Et physiquement, parler aux joueurs de ne pas faire de débauche d'énergie et au moment opportun de pouvoir réagir. Parce que à la fin du match Togo-Port, Mamelodi Sundowns, nos joueurs étaient sur des rotules. Je pense que physiquement, il faut être au top pour pouvoir faire le haut niveau. Parce que même s'il faille se qualifier pour la deuxième phase ou bien se reverser, il faut travailler physiquement. Vous avez vu la Croatie jouer 120 minutes 3 fois au même rythme. Donc c'est comme ça que je joue au haut niveau. C'est du travail de très très haut niveau. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne termine? Non, mais moi je voulais juste dire que tout ce que les uns et les autres disent, Ivy, il n'est pas nouveau dans la basse-cour. Ouais. Donc il s'y connaît et que, bon, ce que nous on dit ici, c'est un apport. Mais lui-même, il a déjà su faire ce qu'il faut faire. Et quand il faut le faire, parce qu'il connaît l'enjeu, si Ivy en lui-même arrive aujourd'hui à gagner au Royal en Guinée, mais sa cote de popularité va encore augmenter. Donc il faut qu'il sache se prendre lors de ce match-là, savoir que dire à ses joueurs, savoir bien les cadrer, bien les diriger pour qu'ils puissent donner du bon résultat. C'est tout le souhait. Oui, par rapport à l'entraîneur, moi franchement, si comme le grand frère Jacques vient de le dire, si tous les problèmes ont été réglés, soyons tous confiants. Parce que Ivy, je vous l'avais dit une fois ici, je le connais depuis l'enfance. Il fut mon professeur de sport. C'est quelqu'un qui aime la rigueur, qui aime le sérieux. Ivy, quand il fait quelque chose, on reconnaît. Franchement, les choses marchent. Donc, soyons sereins envers nous. Si tous les problèmes sont réglés, je pense que Ivy, c'est ce qu'il aime. Il aime lever les défis et je pense que nous serons qualifiés. Oui, et le match a toujours lieu à Goué. Il semble qu'il y a un changement de dernière minute. Oui, il semble qu'il y a un changement de dernière minute. Donc, ce sera à Boudrafo. Ce sera finalement donc à Boudrafo. Que le terrain ne serait pas disponible. Mais peut-être pour finir, c'est comme Inoussa Guéré a l'habitude de le dire, quand on remercie, c'est pour demander encore une fois. Nous remercions véritablement notre public qui nous suit depuis un bon moment. Nous les remercions effectivement et que nous leur demandons de se mettre en communion d'esprit avec toute l'équipe de l'AS Togo Port
Encore une fois, il s'agit du Togo qui joue. Donc tous les Togolais doivent se mobiliser en prière. Et ensemble, on va accompagner cette équipe à la victoire. Bien. Oui, juste 30 secondes. Oui, Franck, c'est pour dire que moi, personnellement, en tant qu'entraîneur, et vu cette équipe de l'AS Togoport, je sais qu'ils ont la capacité, ils ont le potentiel, ils ont tout pour gagner cette équipe de Roya. Je suis confiant. Moi, personnellement, je suis confiant. Très bien. Bonne chance à l'AS Togoport. Ce sera ce vendredi contre Oroya Athletic Club. C'est un match qui doit qualifier l'AS Togoport, peut-être en cas de victoire. Et il y a une dernière rencontre à Lomé à disputer contre le Wydad Athletic Club. On verra bien. Bonne chance à cette équipe. Et voilà, on va parler un peu de l'AS OTR qui est en mode saison prochaine avec un nouvel entraîneur en la personne de Salih Ahmed Salim que nous découvrons dans ce portrait. Salih Ahmed Salim, le nouveau coach de l'AS OTR, est un sexagénaire de nationalité ghanéenne qui a évolué dans plusieurs clubs au Ghana. Il est passé par le club Entente 2 de Lomé entre 1978 et 1980 avant d'atterrir au Nigeria. En tant que technicien, Salih Ahmed Salim a entraîné essentiellement le Shatta Football Club, équipe de 2e division qu'il a montée en 1re division dans le championnat ghanéen. Il a également entraîné Sita Sport en 1re division dans le championnat ivoirien, entre autres, avant d'atterrir à Ange Football Club en 2014, où il a terminé 2e avec le club de Nochin au terme du championnat. Son dernier club au Togo, c'est Gomido FC, de 2016 à 2017. L'homme a 2 diplômes d'entraîneur, la licence A au Ghana et la licence B de la Confédération africaine de football. Et voilà, le nouvel entraîneur, le parcours du nouvel entraîneur de la SOTR, Salih Ahmed Salim. Et nous allons d'ailleurs l'écouter au mois de sa présentation à la presse la dernière fois. L'ancien entraîneur, il a mis en place les fondations. Je vais construire sur ça et je vais promettre les gens que à SOTR, cette saison-là, ils vont voir un peu de changement. On a fait l'objectif qu'on va devenir les champions cette année. C'est pas facile, mais c'est ça notre ambition et notre objectif. Je vais dire merci les dirigeants de SOTR. À l'instant, Salih Ahmed Salim, le nouvel entraîneur de la SOTR, une partie de ses ambitions, c'est de devenir champion au sortir de la saison 2018-2019. Et le président du club, André Degué, qui parle ici des moyens et des différentes orientations. Le comité de direction dans son ensemble, avec à sa tête les commissaires, ne sont pas contents quand nous vendons mal l'image de cette institution qu'est l'Office togolais des recettes. C'est pourquoi l'objectif demeure le titre et si nous atteignons cet objectif de titre, nous aurons rendu un bon service à l'image de l'Office togolais des recettes. Donc le titre de champion et la Coupe du Togo. Je peux dire qu'il y a un minimum de moyens mis à notre disposition actuellement pour la phase de recrutement, que ce soit au niveau du staff technique, des renforts de joueurs, des infrastructures. Voilà, donc il y a un minimum, c'est pas suffisant. Vous savez que nos sources sont diversifiées au niveau de notre club. Il n'y a pas que la subvention de l'Office, mais il y a une participation du personnel financièrement et d'autres donateurs qui interviennent en dehors de la subvention que la fédération aussi. Donc il y a un minimum pour démarrer la phase préparatoire. Je pense que les nouvelles orientations, en fait, c'est le même schéma que la saison dernière, mais un schéma amélioré. Donc il s'agit véritablement d'avoir un noyau des joueurs les plus méritants de la saison dernière auquel on vient greffer les renforts. Et cette machine, il faut l'huiler justement dans le cadre d'un mécanisme. Et c'est ça que nous voulons faire comme travail. Ces joueurs-là, qui sont les premiers acteurs sur le terrain, il faut les mettre dans les meilleures conditions possibles. Ça, ce sont là les orientations que nous voulons donner au club pour, au finish, atteindre l'objectif. Le président André Degué de l'ASOTR. Félicitations à l'ASOTR parce que souvent, les clubs togolais n'ont pas l'habitude de faire les conférences de presse pour présenter leur objectif, leur vision pour une saison à venir. Mais s'ils l'ont fait, c'est déjà bien avec un nouveau coach qui est là, l'ancien coach de Ange Football Club et de Gomido. Oui, on va juste analyser un tout petit peu ce choix de la SOTR. Nieni Sebabi qui est parti après avoir occupé, on va dire,
le milieu de tableau à la fin de la saison. Les objectifs étaient peut-être plus hauts que ça, mais bon, il n'a pas réussi à être sur le podium. Mais il a fini en milieu de tableau et voilà, il est parti. Il avait fait, on l'avait rappelé, cette fois-ci, c'est quelqu'un d'autre qui va venir, Sali Ahmed Salim, qui connaît bien le championnat togolais, on va dire, Jean-Louis Koudiono, il connaît bien. Oui, après Ange et Gomido. Ouais, depuis 1978, il était dans les lieux, il était au Togo. Et jusqu'en 2017, ça veut dire qu'il maîtrise les contours, les rouages de ce championnat togolais. Malheureusement, qu'à un certain moment, ce championnat n'était pas régulier. Peut-être un peu ça. Donc maintenant, il était au Togo, il a vu beaucoup d'équipes évoluer, surtout au niveau de l'AS OTR. Il doit avoir une certaine exigence. Et puis, bon, je pense que maintenant, comme il s'y connaît, il a assisté au championnat, il a regardé le championnat, il a même fait le championnat au niveau de Gomido en 2017. Donc, je pense que et surtout que c'est un étranger. Bon, c'est aussi ça le Togo, hein. C'est aussi ça le Togo. Mais maintenant qu'ils ont pris le Ghanéen, Sali, moi, je pense que c'est quelqu'un. Bon, c'est un bosseur, hein. C'est un travailleur. Il y a souvent des problèmes. On dit souvent le football a un langage. N'a pas de langage, on peut dire. C'est-à-dire qu'on peut se comprendre à moins de mots, à demi-mots, mais à un certain moment, certaines interprétations ne sont pas les mêmes. Donc, bon, il a commencé par apprendre à parler français. Je pense que ça, déjà, ça va lui faciliter le travail au niveau de ses joueurs. Mais maintenant, à SOTR, ça passe, et de Nieni à Sali, il y a un peu de décalage quand même au niveau comportemental. Donc c'est là il faut savoir gérer maintenant. La complaisance ne donne pas de résultats au niveau du football. Donc il faut être rigoureux, savoir, parce qu'on lui a intimé l'ordre, il y a des objectifs qu'on lui a fixés. Il faut faire un maximum de choses pour arriver à cet objectif-là, parce que André Degué, quand il est venu à la tête de ce club, et il y a aussi la direction de l'OTR qui lui a donné des prérogatives et puis des objectifs. Donc il faut qu'il les atteigne avant la fin de son mandat, sinon il sera mal vu. Et je pense qu'il y a beaucoup qui vont l'aider pour qu'il puisse atteindre cet objectif. Oui, Mohamed Touré, vous voulez dire quelque chose sur ce choix? Oui, c'est bon. Je pense que c'est un bon choix, mais c'est la suite qui nous donnera les raisons. S'il faut parler de la déception du championnat qui vient de finir, c'est la SOTR. Parce que avant le début de la compétition, lors des pré-saisons, si tout le monde attendait l'équipe, le club qui devait remporter le titre, on pouvait directement le dédier à la SOTR. Mais il faut voir si, aujourd'hui, bien sûr que c'est un douanier qui est toujours à la tête de la SOTR. Mais est-ce que c'est le même fonctionnement au temps de la douane, quand on appelait la douane et la SOTR? Aujourd'hui, quand on prend, les gens ne comprennent pas, la SOTR, c'est composé des impôts et des douanes. Et il y a ce qu'on appelle les services généraux, où tout passe par là. Donc aujourd'hui, je n'ai pas parlé des moyens. Avant, au niveau de la douane, la façon dont les choses se géraient là-bas, ce n'est pas la même façon. Là-bas, quelqu'un qui est président, lui seul, il peut financer le club à sa manière, les joueurs peuvent être aidés. Mais ici, il faut avoir un budget. Et il faut faire un contrôle. Tout pas. Donc, je pense que c'est là où le problème se situe. Vous voyez, le fonctionnement, comment cela doit se fonctionner. Donc, moi, je vois que si Nieni Sibabi a démissionné, c'est parce qu'il n'a pas les mains libres. Peut-être ces exigences ne sont pas satisfaites, mais est-ce que ces entraîneurs auront les mêmes choses? Vous voyez? Donc moi je vois que c'est l'encadrement, au niveau de l'encadrement de la SOTR, comment le club sera dirigé maintenant, quelles seront les prérogatives, c'est ça qu'il faut voir. Le fonctionnement, le budget, quel sera le budget qui sera alloué au club. C'est ça qu'il faut voir. Voilà. En tout cas, le président dit que les moyens le nécessaire est donné. On a même parlé d'un foyer pour les joueurs, où seront logés les joueurs. Mama Wiao, vous voulez vous prononcer sur, on va dire, ce choix, cette vision de la SOTR? Oui, je pense que c'est un bon choix. Et par rapport à comment les gens s'intéressent plus à ce championnat, je pense qu'il y a de cela quelques années, c'était comme ça le championnat français. À un moment donné, on a donné de la valeur à ce championnat et les étrangers venaient investir, les étrangers coachs venaient et les joueurs étrangers qui ont de la côte
sont rentrés. Je pense que le Togo est sur la bonne lancée depuis 2 ans et surtout cette année. J'ai parlé d'un entraîneur étranger, on l'a déjà présenté, je pense à ASK. Il y a aussi un entraîneur étranger qui vient au niveau de AS OTR et je pense qu'on lui donnera les coups de franche pour pouvoir travailler. Le coach même a lâché un mot ici très important, la complaisance ne donne pas le résultat. Il faudrait que tous les clubs, tous les coachs sachent ce côté de la chose et utiliser les joueurs qui sont en forme à un moment donné T pour que le résultat puisse suivre. Là, d'abord, il y a le niveau qui monte. Deuxième chose, le joueur va plus travailler parce qu'il se dira les choix se font par mérite. Les choix se font par mérite, mais quand le joueur est versé dans la complaisance, son ami qui est à côté, vous voyez qu'il lâche prise parce que, vu son effort, il y a des affinités qui se font autour des choix. Ça n'arrange pas le groupe. Et troisième chose, je pense que la gestion actuelle de l'AS OTR est mieux. C'est une gestion professionnelle. On va vers la gestion professionnelle au niveau de tous les clubs maintenant, et à commencer par l'AS OTR. Dito était déjà dans ça. Parce que quand c'est une seule personne qui décide, qui sort de l'argent à tout moment, et l'administration, le canevas, la traçabilité des choses n'est pas suivie, et donc ça va dans tous les sens, et que ce n'est pas bien. Quand on décide et que le président signe, ou bien le secrétaire signe, ça passe par le trésorier, et que les fiches comptables ou bien comment l'argent doit sortir, tout est enregistré, ça va vers une gestion professionnelle et on essaie de rentrer vers le professionnalisme. Mais maintenant, il faut, je le réitère toujours, il faut signer ou bien voter une loi à l'Assemblée, ou je ne sais pas qui doit prendre ce décret-là pour déclarer ce championnat semi-professionnel et créer les conditions autour de la chose pour aller dans 2 ans, 3 ans, voire 5 ans vers le professionnalisme et donner les objectifs. On parle de convention d'objectifs, convention collective d'objectifs à tous les acteurs. Décidons ceci. Dans 5 ans, l'ensemble des journalistes, vous avez tel rôle à jouer pour amener le football vers le professionnel. Nous sommes dans le semi-professionnalisme. L'association des entraîneurs, c'est comme ça vous devez fonctionner. Tous les présidents de clubs doivent fonctionner comme ça. L'État a sa part à jouer. La fédération a sa part à jouer. Je pense que ça s'est fait dans d'autres pays. Nous avons les informations. On signe une convention collective et tout le monde va vers là. Vous allez voir que la gestion sera professionnelle à tous les niveaux. Et à terme, si on n'atteint pas le haut niveau, il y aura le minimum requis pour qu'on parle de professionnalisme. Voilà. On aura parlé de l'AS OTR, on va marquer la pause et on revient sur la liste des joueurs convoqués par Claude Leroy pour le match de la 2e journée de la CAN Cameroun 2019. Claude Leroy a convoqué 34 joueurs pour préparer la 2e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. C'est dans un peu moins d'1 an là-bas au pays de Yao Fortuné. Il nous accueillera là-bas à Douala ou c'est à Garoua ou bien à Douala. À Douala. Oui. Très bien. Donc il a convoqué 34 joueurs pour préparer ce match important. Ce n'est pas encore décisif, mais c'est un match extrêmement important pour le Togo, puisque le Togo, souvenez-vous, a perdu la première journée contre les Fennecs d'Algérie 1-0. Il faudra gagner et ce sera le 9 septembre prochain à Lomé. Nous allons voir cette liste avec Angelo Folikoé. Il s'agit de Jorgan Aglemagnon de SD Ponferradina en Espagne, Bassadjiri Sabirou de Coton Sport de Garoua au Cameroun, Barcola Malcolm de l'Olympique Lyonnais en France, Bedi Yovo de Gomido de Palimim et Soumano Fadil de Koroké Metete de Tchamba. Au niveau des défenseurs, ils sont 9. Djadja Blambi de l'AS Togoport, Djenda Konam de Retafe en Espagne, Beignon Simon de Béziers en France, Issifou Bourahana de l'AS Togoport, Kouloun Maklebe du Dynamique Togolais, Lawson Steve en instance de transfert, Olufade James de l'Union Sportive de Douala au Cameroun, Orosama Hakim de Lille en France et Toudi Mensam d'Ange FC de Ngotian. Au milieu de terrain, ils sont 12 à être appelés par le sélectionneur des éperviers du Togo, Atakora Lalawale de FK Kabbalah en Azerbaïdjan, Acho Franco de Frimag au Danemark, Asamoah Samuel de Saint-Troy en Belgique, Haïté Floyd
Boyd de Fulham en Angleterre, Ilas Bebou de Hanovre 96 en Allemagne, Boko Marco d'Agaza, Boukari Razak de Châteauroux en France, Mathieu Dossevi de Toulouse en France, Amévi Gadjabo d'Espoir du Zion, Nyavedi Elom de Planète Foot, Wogodo Thomas de Futur Star d'Agoué et Akoro Bilali de l'AS OTR. Enfin, les attaquants sont au nombre de 8. Adebayor Emmanuel Cheyi de Başak Şehir en Turquie, Denke Kevin de Nîmes en France, Rolende Kissimbo Abel de l'AS Togoport, Clidier Thibault d'Espoir du Zio, Koudagba Kossid de l'AS Seka, Laba Kodjo Fodo de la Renaissance Berkane au Maroc, Mlapa Peniel de Venlo FC aux Pays-Bas, et puis Seonou Kwadjo Eli de l'AS Togoport. Voilà, Angelo Foliko et Mama Uyao, oui, votre réaction par rapport à cette liste de 34 ? Je suis ravi et je suis honoré par la forte colonie dans cette liste-là. Je ne vais pas polémiquer sur aucun sujet, mais je suis simplement ravi de la forte colonie des joueurs du championnat ou bien des championnats nationaux, D1, D2. Je pense qu'il y a eu quelqu'un des D2 qui appelait. Et je veux relever aussi que je vous remercie par rapport au travail fait sur les 8 trophées que nous avons donnés, ces 8 trophées que nous avons donnés depuis notre projet et dont le Sport FM et ses correspondants sont sur le vote chaque mois. Je pense qu'il y a 4 nominés qui sont dans cette liste. Seonou Eli, Abel Ounlédé, Fadil Assoumani et l'attaquant meilleur buteur de ce championnat finalement qui a été considéré à sa juste valeur. Je remercie les sélectionneurs qui ont tourné les yeux vers ce championnat. Le mérite aussi est à la fédération qui a pu organiser ce championnat de manière un peu bien pour sortir les meilleurs, les talents pour les mettre à la vitrine. Je remercie aussi Claude Leroy qui finalement à sa venue avait dit qu'il n'y a pas trop de valeur, mais en 2 ans tout de suite les enchères sont montées un peu haut et qu'il tourne ses yeux vers ce championnat. Et j'exhorte ces joueurs-là, locaux surtout, puisque les professionnels ont fait leur preuve par le passé, ils viendront. Je les exhorte à aller là-bas et confirmer tout le bien qu'on pense d'eux pour arracher leur place. Tout ce groupe-là appelé 34 joueurs permettra aux joueurs... Est-ce que ce n'est pas trop? Ce n'est pas trop, 34, ce n'est pas trop, parce qu'il a fait la liste. Ce n'est pas un stage. Oui, il a fait la liste 2 semaines ou 3 semaines avant le match. On aura le temps de travailler, de voir la réaction de tous les joueurs, voir si on ne s'est pas trompé sur la valeur d'un joueur ou d'un autre pour pouvoir sortir un noyau. Je pense que quand on appelle un groupe comme ça, ce n'est pas trop 34. Si c'était 40 ou 45, on dirait que ça va embrouiller le sélectionneur. Et ça permettra à tous les joueurs de pouvoir arracher une place. Ne pas dire que cette place-là, c'est à moi d'avance. Puisque l'équipe nationale, c'est les meilleurs joueurs du moment. On a choisi sur le plan national, pratiquement les meilleurs. Vous trouvez que Nyavedi fait partie des meilleurs? C'est pourquoi, au début, j'ai dit, je ne vais pas polémiquer. Certains peuvent discuter par rapport à cette liste, mais globalement, c'est mon analyse. Vous trouvez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Bien. Donc, les étrangers viendront. Il y a une forte colonie des locaux qui vont ensemble travailler durant des semaines. Chacun va essayer d'arracher sa place. C'est ce que M. Gottlieb Guller, paix à son âme, faisait par le passé. Vous voyez, les Salutadjou avaient leur place ici avant de partir pour le professionnalisme. Les gens revenaient de l'Europe, mais Salutadjou avait sa place malgré qu'il jouait à Gaza. Donc c'est sur ce système-là je veux, mais Claude Leroy l'a fait dans d'autres pays. Je pense que maintenant il a choisi de le faire ici. Il vient, il sort des joueurs de nulle part. Bassadjeri aujourd'hui, c'est Claude Leroy qui a commencé avec lui. Aujourd'hui il est en train de gagner ses galons. Urosama Hakim, c'est Claude Leroy qui l'a révélé. Aujourd'hui il est confirmé, il est parti de l'autre côté. C'est à lui de se battre pour avoir une place au soleil. Bien. Les 34 jours pour préparer le match contre les écureuils du Bénin. Votre avis là-dessus, Mohamed Touré? C'est bien, comme maman l'avait dit, qu'il y a une forte colonie du championnat local. Oui. C'est une chose, c'est une observation, ça c'est très bien. Mais je me demande,
nous n'allons pas à une compétition. Ce n'est pas à la CAN qu'on va pour convoquer les joueurs jusqu'à 34. Ça veut dire que Claude Leroy, jusqu'alors, depuis qu'il est arrivé, ça fait pratiquement 2 ans, si je ne me trompe pas, ou bien même dépassé. Oui, un peu plus de 2 ans. Oui, ça veut dire qu'il ne fait rien. Parce que si aujourd'hui, Claude Leroy, pour préparer une rencontre contre le Bénin, va convoquer jusqu'à 34 joueurs, ça veut dire qu'il ne connaît pas encore. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas capable. Jusqu'à ce qu'il finisse son contrat, il ne peut pas mettre en place une équipe. Qu'il n'a pas encore d'équipe type. Il n'a pas une équipe. Il ne peut pas mettre une équipe type en place jusqu'à ce qu'il ne quitte. 34 joueurs, c'est trop. Et puis, sur cette liste, moi, je vois, par exemple, aujourd'hui, on joue le championnat, c'est pour récompenser le maire. Quand moi, je vois un Womé Dové, un ex-international, qui aujourd'hui est venu, il a prouvé sur le championnat togolais qu'il est en forme. On laisse Womé Dové, on prend des gens comme Koulou Maglibé, on a vu tout le long du championnat, il faut qu'on soit direct, que l'on génère rien contre lui, c'est un bon joueur que j'apprécie, mais franchement, Koulou ne mérite plus la sélection. Un joueur comme l'homme l'avait dit, mais je ne sais pas, le joueur là, il est où? Il fait quoi? Il fournit quoi? Mais c'est lors des convocations à l'équipe nationale qu'on attend le joueur. Alors là, on va où avec ça? Mais pour moi, cette liste, vraiment, c'est une liste que Claude Leroy a convoquée. Il est le seul, il sait ce qu'il fait. Bon, on dit que c'est le joueur du moment qu'il faut convoquer en équipe nationale. Je ne sais pas. Ça là, on va faire quoi? 34, qu'est-ce qui va en sortir? Aujourd'hui, il y a un joueur comme Malapa Pelien. Je ne sais pas pourquoi il continue par convoquer Malapa. Et puis, Malapa, on n'a pas parlé de Malapa dans ce pays. Ça fait des années. Il a fourni quoi? Aujourd'hui, on ne sait pas. Quel est son niveau de jeu? Il joue. Au moins, on attend d'autres. Hier, on a vu Mathieu de Séville jouer. On sait qu'on peut compter sur les Floyd Aïdon, mais joueur qu'on ne voit pas jouer, on n'entend rien de lui. Chaque temps, on le convoque, on attend son nom. Des fois, il vient, il ne vient pas. Des fois, non, il faut qu'on arrête. Il y a quand même des nouveaux. Vous voyez un peu, il y a Fadil Soumanou, oui, il y a le Gomido Bediovo, il y a le nouveau Samuel Asamoah. Au moins pour ça, au niveau des joueurs locaux, franchement, moi, c'est mérité. À part l'absence de Oumé Dové, la présence de Koulou Maglibé. À part ces deux que je conteste, parce que Koulou ne mérite plus la sélection et Oumé Dové mérite la sélection. À part eux, ceux qui ont été convoqués, les Thibaut Klidier, le petit de Ogodo Thomas, tout ça là, c'est des bons éléments qui, si on a un bon entraîneur, il peut mettre une équipe en place. Comme Didier Deschamps l'a fait. Didier Deschamps, par après, on tâtonnait. Mais il l'a prouvé au niveau de la Coupe du Monde. Quand il a aligné une équipe, il dit que c'est ça là, à part une exception. On a vu comment c'est comme ça un entraîneur. Il ne faut pas faire les choses à la peu près. Aujourd'hui, on appelle ceci, on appelle demain les autres. Et puis avec des joueurs. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend notre gardien Bassadjeri, il est parti au Cameroun. Est-ce qu'on le suit? Il est titulaire là-bas. Qu'est-ce qu'il fout? C'est ça. Il ne faut pas qu'on compter sur les noms, il faut vraiment travailler. Ça, le roi actuellement ne travaille pas. Il est là seulement pour convoquer les gens. Bon. Je voudrais relever quelque chose, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Rapidement, oui. Dans une équipe nationale, vous voyez que le sélectionneur, toujours partout, c'est comme ça, a une idée du noyau de l'équipe. Maintenant, ceux qui doivent se rajouter aux 18 pour aligner sur la feuille de match, on appelle une liste un peu élargie. D'abord, il y a 2 objectifs. Pour mettre au parfum ceux qu'on a vus, qu'on sent qu'ils montent vers l'équipe nationale, qui vont être des cadres demain, pour avoir le parfum du haut niveau. Il y a ça aussi. De l'autre côté, on veut s'entraîner avec les joueurs pour voir la réaction de tout le monde, pour essayer de pouvoir compléter la liste. Claude Leroy ne peut pas dire aujourd'hui, partout dans le monde, un entraîneur ne peut pas dire qu'il appelle 34 joueurs, c'est maintenant qu'il va faire le choix. Il a peut-être 12, jusqu'à 15 d'ailleurs, qu'il a dans sa tête, sur qui il compte, et maintenant, on veut faire d'abord évoluer les autres pour toucher du doigt un peu le haut niveau, les entraînements de haut niveau, et les autres, ceux qui ont un peu le niveau pour compléter la liste des 18 qu'on doit aligner. Donc, c'est comme ça se fait. Vous êtes confiant par rapport à ce qu'il fait? Je pense jusque-là, je pense que c'est un travail pas tellement excellent, mais mi-figue, mi-raisin. Les gens avaient critiqué le tournoi de Toulon. Aujourd'hui, on voit clairement que c'est bénéfique au Togo. Qu'est-ce que ça a donné, si vous parlez de ce tournoi? D'abord, les joueurs ont pu se mettre en vitrine. Deuxième chose, on a eu un transfert par rapport à cela. On ne sait pas si d'autres transferts vont venir après. C'est des cadres de demain qu'il est en train de préparer. Le projet Graine, quoi qu'on dise, au départ, nous tous, on avait voulu le critiquer. Aujourd'hui, on voit que... Ils sont où, ces joueurs qu'on a détectés? Certainement, un suivi doit être fait par rapport à cela. Je pense que
tout ne doit pas être mis sur la place publique. Quand on a commencé la préparation du tournoi de Toulon, les gens avaient voulu fustiger le groupe un peu élargi amené à Palimé. Mais au finish, on a sorti un bon noyau qui a fait un bon tournoi à Toulon. Tout le monde, sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Et donc, je pense qu'on doit attaquer ou bien analyser les résultats avant de... Mais si au début de l'action, on veut analyser tout de suite, on peut aller à l'abordage. C'est ce que je oui, Fortuné Yaovo, oui. Oui, en fait, je vais tout simplement intervenir par rapport à les 34 joueurs que Claude Leroy a sélectionné. Je me dis, Claude Leroy, dans sa vision, est en train de préparer tout simplement l'avenir. C'est un peu ça. C'est ce que moi, je vois, parce qu'il y a des joueurs comme Klidje, il y a des joueurs comme Fadil et tout et consorts qui sont en train de taper à la porte de l'équipe nationale. Je pense que c'est le moment plus que jamais de pouvoir aussi donc, les faire humer déjà un peu ce parfum-là. La CAN 2019 n'est plus important. Non, pas que la CAN. Au jour d'aujourd'hui, je sais et je suis sûr que Claude Leroy a déjà ses 11 pour jouer. Mais il est en train de vouloir peut-être déjà faire humer un peu le parfum de l'équipe nationale à ces jeunes joueurs qui sont en train de monter. Aristide Covidien, oui, on est à quelques semaines de ce match, oui, 34 joueurs pour préparer cette échéance contre les écureuils du Bénin à Lomé le 9 septembre. La DAS dit que c'est au bout de l'ancienne qu'on conquiste la nouvelle. Et je pense quand même que en équipe nationale, on doit forcément être dans cette logique. Parlant évidemment de l'équipe nationale du Togo, je crois que avec les 34, on peut déjà retrouver ceux qui ont participé au dernier regroupement. Je vais peut-être m'attarder sur deux petits faits, c'est-à-dire que les dernières rencontres du Togo, est-ce que le Togo a été ridicule? Est-ce que le Togo a gagné? Si le Togo n'a pas gagné, cela est dû à quoi? Est-ce que le Togo avait les bons joueurs pour pouvoir faire l'affaire? Et donc, on se rappelle évidemment que dans cette rencontre face au Fennec d'Algérie, c'est vrai que les observateurs étaient unanimes à dire que le Togo a bien joué, mais qu'à la fin, le Togo a encaissé. Bon, on s'en tient au résultat parce que c'est ça qui est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel est de gagner le Bénin. Pas que le Togo puisse bien jouer devant le Bénin et qu'à la fin, qu'on perde. Dans cette rencontre, on a vu quand même que dans l'ensemble, globalement, on a vu des joueurs qui étaient combatifs. J'ai vu Fodolaba qui a manqué de justesse dans le dernier geste. J'ai vu un certain Adebayor qui a cherché par tous les moyens à marquer des buts, mais il n'a pas retrouvé le chemin des filets. J'ai vu un certain Jim Dakonam dans cette rencontre qui a eu un problème de placement. C'est-à-dire qu'il a eu un mauvais placement et c'est sur ce mauvais placement d'ailleurs que nous avions encaissé le but parce qu'il y avait des défenseurs centraux comme Simon Beignon et Urosama Hakim qui ont manqué de vigilance parce qu'ils ont laissé Sofia Nani et donc qui a profité pour lober le gardien togolais. Il faut peut-être que nous puissions analyser tout ça là, voir la performance des joueurs pour voir est-ce qu'aujourd'hui avec des 34, est-ce qu'on peut retrouver toujours les mêmes joueurs dans les 34? Si oui, maintenant comment faire pour que les mêmes... Parce qu'il y a une chose qui est sûre, ce n'est pas les 34 qui vont jouer. Et vous aviez touché un aspect très important tout à l'heure quand vous étiez en train de réagir, de rebondir sur l'intervention de Mama Ouyaou en disant simplement qu'il n'y a pas un stage. Effectivement, les 34 joueurs, selon le communiqué, on ne nous a pas dit qu'ils vont participer à un stage et qu'à la fin du stage, on va pouvoir décider. C'est qu'on avait l'occasion de les regrouper dans un stage, on pourrait dire quand même que oui, etc., on va peut-être choisir. Là, ça veut dire forcément que l'entraîneur a une idée sur les joueurs type, sur son équipe type et les joueurs avec qui il va forcément composer. Hier, on a appris, grâce à une source interne de la fédération, que l'entraîneur a commencé une tournée en Europe et c'est dans l'optique de retenir les 23 joueurs. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de stage, mais il a déjà publié une liste de 34. À travers ce stage qu'il a commencé avec le match de Mathieu de Séville hier, il va aller également dans d'autres championnats pour voir est-ce que véritablement ceux dont on a les noms sur les papiers, est-ce qu'ils sont toujours en forme? Si oui, on les prend, sinon... Ben écoutez, on va prendre les 23. Et c'est dans les 23 maintenant qu'on aura forcément les équipes team. Moi, j'ai simplement regretté, comme l'a dit tout à l'heure Mohamed, l'absence d'un certain Ouame Dové dans cet effectif et également d'un certain Agbenyada. C'est vrai que Agbenyada est aujourd'hui dans des problèmes, mais je crois que il est l'un des meilleurs joueurs du moment dans cette équipe nationale. Quoi qu'on dise, c'est vrai que
on a sauté des étapes à des joueurs. Mais vous pensez qu'on peut appeler un joueur qui traverse une telle situation, qui n'a pas la tête sur les épaules, qui a des difficultés? Mais qui vous dit qu'il n'a pas la tête Oui, mais par rapport, quand votre club vous accuse... Mais si jusqu'à preuve de contraire, ce même club qui vous accuse d'avoir fui est en train de regretter votre absence parce que ce club est en difficulté maintenant sur le continent et que même si aujourd'hui le joueur dit je veux retourner dans mon club, le club n'hésitera même pas. Je ne crois pas qu'on va dire que ce joueur est en problème. Le joueur est toujours sous contrat. Non mais oui. Le joueur sous contrat. Oui. Justement, oui. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas donner raison, c'est-à-dire que à ceux qui pensent que le joueur a des problèmes, parce que si le joueur est sous contrat et qu'à tout moment il peut toujours jouer avec son club là-bas à Abidjan, ça veut dire que même en septembre, on peut l'appeler, il peut être prêt pour jouer dans cette équipe nationale. Ne joue plus depuis un moment. Non mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. Comparativement à d'autres, vous avez dit qu'ils sont dans les centres de formation. Comparativement à lui, qui est à son absence, son équipe a déjà perdu 2 matchs. Et surtout l'absence du Togolais aujourd'hui. Oui, c'est les médias qui regrettent, pas le staff technique. Non mais le staff a regretté. Et l'entraîneur... Et pourquoi il ne l'appelle pas? Non mais c'est le joueur qui refuse de ne plus revenir. Voilà, et donc c'est pour ça que dans ces conditions, c'est difficile. Oui, Aristide. C'est difficile, je n'en disconviens pas. Mais je crois quand même que ça dit que il y a le mental de club est différent du mental d'une équipe nationale. Dans l'équipe nationale, c'est vrai, on a appelé un certain coup d'agban, etc. Mais moi, honnêtement, je sais que l'entraîneur a déjà une idée sur les joueurs avec qui il va composer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des joueurs qui sont convoqués, peut-être qui sont dans les 34, mais qui ne seront pas forcément dans les 23, simplement parce que les postes qui sont en train de jouer... 18, ce sera 18 pour ce match même. Oui, mais l'entraîneur va retenir 23 pour commencer les préparatifs. Et donc, oui, 18 sur la feuille de match, évidemment. Mais je crois que sur cette rencontre, évidemment, dont on est en train de parler, ben, on a forcément des joueurs. Le meilleur buteur, Koudagba, c'est vrai qu'il vient d'intégrer l'équipe, il vient d'intégrer les 34, etc. On n'est même pas sûr qu'il sera dans les 23. Mais si déjà ce poste est occupé par un certain Adebayor ou un certain Labafodo, Mlapa, etc., vous pensez que l'entraîneur va prendre un jeune joueur pour dire, ok, monsieur, restez à la maison et que je vais peut-être tester ce joueur? En équipe nationale, on parle toujours de noyau. On intègre au fur et à mesure les jeunes. Le seul problème, le seul bémol dans le contexte togolais, c'est qu'on n'a pas des équipes catégorisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas des catégories. Sinon, on a sauté des étapes à des jeunes. Des jeunes comme Klidje et tout ça là devraient en réalité être dans une équipe nationale junior avant d'intégrer une équipe nationale locale. Et s'ils jouent bien, ils peuvent intégrer. D'ailleurs, je vais vous donner encore un exemple concret. En Côte d'Ivoire récemment, vous vous rappelez que la Côte d'Ivoire a participé au CHAN, au championnat d'Afrique des Nations. Quand vous prenez par exemple le meilleur buteur d'ASEC, oui, le meilleur joueur, le frère de Gervinho. Quand vous prenez ce joueur, il n'a pas intégré directement l'équipe nationale. Et d'ailleurs même, il n'est pas encore dans l'équipe nationale. Aujourd'hui, il est dans l'équipe nationale locale, dirigée entre-temps par Ibrahim Kamara, qui est devenu aujourd'hui l'entraîneur titulaire de l'équipe nationale. Ça veut dire que c'est même à 99%, tous les Ivoiriens peuvent parier que oui, ce joueur-là, c'est un meilleur joueur. Mais on ne l'a pas intégré directement dans une équipe nationale. Vous pensez qu'on est en train de sauter les étapes ici? Je ne pense pas qu'on est en train de sauter. On a sauté des étapes et on continue de sauter des étapes à des joueurs. Donc on a participé à un tournoi de Toulon qu'il faut intégrer en même temps des jeunes. Il faut laisser les jeunes se former. Dans les centres de formation d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de catégorie. On ne quitte pas une catégorie. Vous ne pouvez pas être pupille et entrer directement dans la catégorie des cadets. Non, c'est pas possible. C'est pour ça que dans les centres de formation, il y a 5 catégories. Les 6 à 9 ans sont les poussés et quand vous grandissez, vous intégrez les pupilles. Quand vous devenez minime, 13 à 14 ans, vous continuez le travail. 15 à 16 ans, vous devenez cadet. 18 à 19 ans, vous devenez junior. Et c'est comme ça, après, quand vous êtes un Kylian Mbappé, on peut vous intégrer dans une équipe nationale locale. C'est comme ça que le travail se fait. Mais par rapport à l'équipe nationale et par rapport au contexte togolais, moi, je pense fondamentalement que l'entraîneur a déjà une idée. L'essentiel pour nous, c'est de ne pas convoquer les 34 et de perdre. L'essentiel pour nous, c'est de gagner. Il faudrait qu'on ait des joueurs et que les joueurs aussi comprennent pourquoi est-ce qu'ils viennent en équipe nationale. On ne vient pas en équipe nationale parce que les journalistes ont réclamé son absence. On ne vient pas sa présence. On ne vient pas en équipe nationale parce que, oui, aujourd'hui, tout le monde dit on est meilleur joueur, etc. On vient en équipe nationale parce qu'on a l'envie, la détermination. On a, disons, la volonté. Et puis, il faut se mettre véritablement au combat. Ce minimum de fast-fitness, c'est ce qu'on recommande. Claude a déjà son équipe en tête. Non, oui, il a déjà son équipe en tête. Déjà, hier, je me suis amusé à regarder, à revoir
le match de la dernière fois face au Fennec d'Algérie, j'ai vu quand déjà vous prenez Bassa Deri, vous prenez les Simon Beignon et comment dirais-je, Osama Hakim dans l'axe de la défense, vous prenez les James Dakona, c'est les mêmes personnes. Et je pense quand même que c'est toujours avec les mêmes personnes qui va devoir jouer contre les. Mais il faut toujours donner la chance à certaines personnes d'intégrer, parce que c'est en ayant une opportunité avec les grands qu'on devient grand. Très bien, oui, Mohamed. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que dire que Claude Leroy a une idée sur une équipe, oui, il a une idée sur ce qu'il va convoquer. Mais est-ce que ce sont les meilleurs qui vont nous faire gagner? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont toujours meilleurs? C'est ça. Il a une idée sur ceux qui vont retenir à la fin sur les 34. Mais est-ce qu'il a une idée sur l'équipe type, l'équipe gagnante? C'est ça. Aujourd'hui, quand on parle du tournoi de Toulon, le tournoi de Toulon n'a rien fait pour moi, n'a rien apporté. C'est parce qu'on ne veut pas rentrer en détail pour ce tournoi de Toulon. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on va dire. Ce n'est pas le tournoi de Toulon qui a fait que Ourossama Hakim a été transféré. Ourossama Hakim, on connaissait comment son transfert était préparé. Donc, le tournoi de Toulon n'a rien apporté pour ces joueurs, ces enfants, parce qu'ils sont bons, qui sont partis là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'ils sont devenus bons. C'est ce que j'aimerais rectifier. Vous voyez. Donc, on ne peut pas nous dire que le tournoi... Ce tournoi leur a quand même donné une... certaines occasions de s'exprimer. Certaines occasions aussi, même quand vous voyez même ce tournoi de Toulon, combien de personnes, vous-même vous avez vu, vous avez regardé les matchs. Est-ce que c'est un tournoi qui a été tellement médiatisé? Non. Donc le tournoi de Toulon, moi je le dis même, et l'autre le dit. C'est parce que c'est un groupe de personnes qui organisent ce tournoi-là pour leur fin. Ça, il faut le dire, il ne faut pas mentir. Donc je vois que c'est une bonne chose de participer. Et parce que ça donne de visibilité à certains joueurs. Mais dire que ça apporte quelque chose de plus que le seul match, j'ai dit non. En tout cas, il y a eu un attaquant qui est issu de ce tournoi, Kevin Denke, qu'on a convoqué. Ils sont nombreux à être des nouveaux dans cette sélection de Claude Leroy. Les Amévi Gadiabo, les Boko Marco, les Samuel Azamoa, de jeunes gardiens qui ont été appelés comme Malcolm Barcola. Mais c'est des nouveaux venus. Mais beaucoup disent toujours qu'on est en train de sauter les étapes. Ce n'est pas parce qu'on a joué, on a été bon au tournoi de Toulon qu'on va directement en équipe fanion. Oui, mais si le sélectionneur ou bien le staff pense que... Parce que tout le monde n'est pas Mbappé. Hein. Voilà. Sinon, il faut être extraordinaire pour avoir 18 ans ou 19 ans pour intégrer une équipe nationale et avoir sa place immédiatement. Ça, c'est clair, c'est une vérité indéniable. Mais je pense que si on voit votre valeur, on peut vous préparer à toucher du doigt les entraînements de l'équipe nationale en attendant dans 2-3 ans d'intégrer véritablement. Là, vous ne viendrez pas dans un nouveau monde parce que vous avez déjà travaillé avec certains joueurs. Il y a d'affinité avec les grands frères avant que vous ne les intégrez. Donc, je pense que sur ce plan, ça se fait partout. On ne va pas les aligner tous, mais on leur permet d'avoir le parfum de l'équipe nationale. Je voudrais rebondir sur Agbenya par rapport à notre statut aujourd'hui en tant que responsable d'association de joueurs et par expérience, tout ce qu'on sait. Vous avez vu le cas d'Orasso. Il y a plusieurs cas. Je vais donner le cas d'Orasso. D'Orasso n'a pas fui PSG. Quand il y a eu des problèmes, on l'a ramené en équipe B. Et sous peine, c'était pour le punir un peu. D'Orasso était là en train de négocier son départ. On va à l'amiable parce qu'on est déjà sous contrat. Il faut apprendre à nos joueurs. Je pense que si on leur parle comme ça, ils vont piquer la grosse tête. Ce n'est pas la bonne manière de quitter un club. C'est mon avis et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Vous pensez qu'il doit négocier aujourd'hui avec Benyada? Il doit rester dans son club. Quoi qu'il en est, son agent doit, s'il y a problème et qu'il est lésé sur un point, son agent doit toucher les instances internationales. Aujourd'hui, il y a la chambre de règlement des litiges au niveau de la FIFA. Et le patron, c'est le secrétaire général de la FIFPro Zone Afrique, M. Buscalter. Il a été nommé l'année passée directeur du département de la chambre de règlement des litiges. Donc, tout problème entre joueurs et clubs passe par lui là-bas. Si son agent connaît les rouages,
il envoie un courrier à la FIFA tranche. On a tranché comme ça un problème au niveau du Gabon. Ce n'est pas Manga, je vais me tromper un peu, mais il y a un club là-bas qui avait un joueur. On a envoyé des courriers et la FIFA a fait des enquêtes, fait les recoupements, a donné raison au joueur. Finalement, il est rentré dans ses droits. On l'a intimé au club. S'il ne rentre pas dans ses droits, donc le joueur est libéré automatiquement. Il peut signer ailleurs. Donc, il y a des rouages comme ça que les joueurs doivent prendre. Il ne faut pas faire du gangstérisme. Excusez-moi un peu le terme. Donc, moi, je ne vais pas aller dans ce conseil-là. Si le contrat court jusqu'à une période et vous avez un problème et que le contrat n'est pas encore à terme, on ne quitte pas le club comme ça. Le club peut vous poursuivre. Après, s'il gagne, vous payez des indemnités au club. Ou bien vous venez, on vous pénalise, on vous retranche. Pour ça, on ne peut pas appeler Agbenyada aujourd'hui en sélection. Non, sur ce plan, on peut l'appeler. Il peut avoir des problèmes. Si on le travaille psychologiquement, il peut jouer. Mais si l'entraîneur face à lui, l'entraîneur convoque des joueurs dans son bureau pour discuter avec eux. S'il discute et il voit que le joueur n'est pas prêt psychologiquement, il peut le recaler. S'il sait que le joueur, cela n'entache pas son moral, ce qui lui arrive n'entache pas son moral, on peut toujours l'aligner. Moi, je parle seulement du geste, du comportement qu'il a fait envers le club, qu'aucun joueur togolais, local comme expatrié, n'aille pas dans ce sens. Il y avait Adebayor. C'est dans la négociation, tout est fait. Et on lui a reversé ce qu'on devait lui reverser et on a rompu le contrat. Adebayor, par rapport à son standing, pouvait quitter. Vous parlez de Tottenham. Tottenham. Donc, Agbenyada doit avoir la tête sur les épaules, que les conseils lui parlent bien, qu'il n'a qu'à trouver une porte de sortie claire pour pouvoir quitter le club. Et ce n'est pas la bonne manière que les autres joueurs ne puissent pas copier cela.